Donc, diapo suivante. Voilà, depuis près d'une décennie. Depuis près d'une décennie, plus précisément depuis 2012, le monde est entré dans l'ère d'une révolution biotechnologique d'une ampleur inégalée, qui ouvre des perspectives d'innovation fabuleuses et sans limite dans tous les domaines des sciences de la vie, que ce soit en médecine, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des bioénergies, dans le domaine des biomatériaux, dans tous les domaines des sciences de la vie. Diapo suivante. Cette nouvelle technologie est en train de bouleverser fondamentalement notre conception et surtout nos habitudes dans la manière de soigner les maladies. Cela va entraîner des implications à la fois sur le plan fondamental, sur le plan philosophique, au plan éthique et au plan de la responsabilité. Et par conséquent, cela va nous engager toute la société dans la nécessité, dans l'urgence, en fait, l'urgente nécessité d'une réflexion autour de la régulation de la technologie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'ère du génome editing. Aujourd'hui, c'est une occasion pour l'Académie d'échanger avec la société sur cette nouvelle technologie qui a des implications extrêmement importantes dans le futur de l'humanité. Nous allons nous questionner sur l'origine du génome editing. Où en sont les découvertes? Quelles sont les applications existantes? Quels en sont les risques? Quel futur et quelle perspective pour un pays comme le Sénégal? Diapo suivante. Tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Là, je suis désolée. Est-ce qu'on peut réduire la lumière pour que je puisse voir le défilement des diapos, s'il vous plaît? Voilà. Donc, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée en Chine. Il s'agit d'un chercheur qui s'appelle He Jiankui, qui avait créé en 2018 la stupeur et heurté les consciences dans le monde entier en affirmant qu'il avait modifié par CRISPR les premiers embryons humains en désactivant un gène, c'est le gène CCR5, qui est responsable du phénomène de reconnaissance entre les cellules de l'embryon et le virus HIV. Et c'est ainsi qu'il a pu produire des embryons humains immunisés contre le VIH. Dans une expérience, comme on dit, il n'avait aucune autorisation, donc une violation de toutes les règles, aussi bien les règles qui édictent donc, le déroulement des expériences scientifiques, mais surtout l'éthique. Parce que vous savez que les expériences sur l'humain, surtout sur les embryons humains, sont totalement interdites. Diapo suivante. Alors, 2 bébés sont nés suite à cette expérience. Lulu et Nana, qui sont nés complètement immunisés contre le VIH. Elles ont maintenant près de 3 ans et elles se portent très bien. Et j'ai oublié de dire que la maman était porteuse du VIH. Tenant compte des violations du chercheur contre le règlement, contre l'éthique, le chercheur a été condamné à une peine de prison de 3 ans. Et actuellement, il purge cette peine de prison et une amende de 450 000 $. Cette histoire, c'est juste pour vous dire quel est le niveau de puissance de l'outil. On peut faire absolument tout ce que l'on veut, en bien comme en mal. Donc, urgence et nécessité d'une
d'un encadrement, comme l'a dit le président, d'une bonne régulation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le génome editing, si on revient à la définition, c'est une modification sur le génome. Une modification localisée. Donc, c'est une partie du génome exactement qui est sujette à cette modification. Et le but de cette modification, c'est de corriger ou de modifier l'activité d'un ou de plusieurs gènes. Il peut s'agir de toutes petites séquences qui ressemblent à des mutations. Vous savez, les mutations, ce sont des toutes petites modifications qui interviennent dans le génome et qui sont à l'origine de toute la biodiversité, à l'origine de l'évolution donc de l'humanité. Tous les êtres vivants ont pu évoluer en s'adaptant grâce à ces mutations. Mais ces modifications aussi peuvent intervenir sur des gènes entiers, donc de larges portions au niveau du génome, qu'on peut supprimer ou bien qu'on peut modifier en insérant de nouveaux gènes. Et c'est la découverte du complexe CRISPR-Cas9, qui est un ciseau moléculaire et qui est à la base de la technologie du génome editing. Et c'est une technologie qui a suscité beaucoup de... Est-ce qu'il en est? C'est une... Je ne sais pas, là je ne vois pas bien. Donc c'est une technologie qui a suscité beaucoup d'enthousiasme et actuellement près de 90% des grands laboratoires l'ont adopté comme outil de recherche et d'innovation. Et à l'heure actuelle, puisque c'est très lucratif, les industriels sont en train d'investir à tout va dans la technologie. Que ce soit les sociétés pharmaceutiques pour la production de médicaments, la production de vaccins, dans le domaine de l'agro-business, aussi pour les plantes résilientes face au changement climatique, les domaines de l'énergie, donc on est en train de produire des algues qui produisent du pétrole grâce à ces technologies, les nouveaux matériaux, donc des matériaux qui permettent de résister au froid, des températures très basses ou bien des températures très élevées. Donc pratiquement tout est possible avec cette technologie. Diapo suivante. Voilà. Oh non, c'est avant. Vous êtes en décalage d'une diapo. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Donc, CRISPR-Cas a été découvert en 2012 par 2 chercheurs, 2 femmes. Jennifer Doudna, qui est en Californie, et Emmanuelle Charpentier, une Française et une Américaine. Ces 2 femmes ont reçu le prix Nobel de chimie en 2020 pour cette découverte. Mais en fait, c'est une découverte qui émane d'un phénomène naturel. On l'a découvert récemment. Mais c'est un phénomène naturel qui existe chez pratiquement 50% des bactéries. Et c'est un élément, en fait, qui permet à la bactérie de reconnaître, à travers des séquences de virus que la bactérie reçoit. La bactérie les découpe et les conserve dans son génome pour pouvoir les identifier dès que le virus est mis en présence de cette bactérie. Et c'est un système donc qui permet à la bactérie de se défendre, mais en même temps de créer une sorte d'immunité pour la bactérie en cas d'invasion virale. Alors, CRISPR-Cas, diapo suivante, que j'ai perdu l'habitude de... Slide, please. Je l'ai dit en anglais, peut-être il va comprendre. Voilà. Donc, CRISPR-Cas, ça veut dire Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Donc, ce sont de petits bouts, mais qui sont répétés sur une séquence chromosomique. Et il est constitué de 2 parties. La première partie, c'est l'ARN guide, qui vient s'apparier à l'ADN cible et qui identifie la zone de coupure. Et la protéine Cas, c'est ce qui est en blanc, et qui constitue l'enzyme et qui viendra découper l'ADN. Il n'y a plus de micro. Alors, le complexe fonctionne
selon un système de réparation cellulaire. Parce que dès que la cellule reçoit l'information que son ADN est endommagé, aussitôt il y a un mécanisme de réparation qui s'enclenche aussitôt. Donc ce qui fait que je n'ai plus de micro là. Donc il y a un système de réparation cellulaire qui intervient. Et c'est au moment de cette réparation cellulaire qu'on peut modifier, soit on découpe, on élimine, ou bien on ajoute un élément sur le fragment, sur le... Ça ne tient pas. CRISPR, là c'est bon, merci. Et donc CRISPR a créé une véritable révolution dans le monde de l'ingénierie génétique. C'est l'outil le plus démocratique que les scientifiques aient jamais eu à leur disposition pour modifier des gènes. Diapo, s'il vous plaît. Et voilà comment ça fonctionne. Je n'ai pas de pointeur non plus. Donc vous avez l'ADN, qui est ce long filament bleu, et autour, vous avez en violet, en mauve, vous avez l'enzyme, c'est le Cas9. Et c'est ce Cas9 qui va, sur un point bien déterminé, découper l'ADN. Et avec l'ARN guide qui s'est déjà apparié, qui a pris, donc, je veux dire, les séquences qui sont identifiées comme séquences cibles, l'ARN est venu s'apparier déjà. Et la protéine, l'enzyme Cas9, va venir découper le brin d'ADN. Et en découpant le brin d'ADN, donc on a ici ce petit trou. Et dans ce trou, c'est là où les chercheurs vont intervenir s'ils veulent insérer un élément nouveau. Parce que la cellule, comme j'ai dit, elle a tendance, dès qu'il y a un dommage sur l'ADN, vous savez, l'ADN, c'est très conservé au niveau de la cellule. Donc, dès qu'il y a un dommage, la cellule vient apporter un élément pour fermer le bouchon. Donc, on lui offre un élément qui lui permettra de boucher le trou. Et ce qui fait qu'on peut insérer un gène, on peut insérer un fragment du génome à la place qu'on veut. Ou bien supprimer. Dans l'autre cas, dans le cas de la délétion, on fait 2 coupures et on fait sauter. Et ensuite, avec des enzymes, les ligases, on rapproche les 2 bouts. Et c'est terminé. Donc, c'est relativement simple comme méthode. Diapo, s'il vous plaît. Donc, avec cette méthode, CRISPR-Cas, on a la possibilité de changer les caractères fondamentaux de tout être vivant et en un temps record. C'est une méthode qui est très simple. C'est une méthode qui est très efficace et une méthode qui est très précise. Contrairement aux OGM traditionnels, où il fallait, bon, ceux qui ont travaillé sur les OGM savent, ce sont des expériences qui peuvent durer 1 semaine avant qu'on ait une transformation. Là, en quelques heures, on peut insérer un gène et le faire exprimer aussitôt. Et de ce fait, on peut aussi faire de l'édition multiplex avec plusieurs ARN guides qui vont simultanément se positionner sur l'ADN et les coupures se font. Et aussitôt, donc, on ajoute les éléments qui permettent à l'ADN de se reconstituer. Et c'est très fréquent chez les plantes où on a plusieurs types de résistances qu'on veut induire sur les plantes. La méthode CRISPR aussi est très abordable. Avec moins de $100, on peut avoir un kit pour faire ces manipulations. Très abordable. Je dis aussi, est très rapide. Quelques heures suffisent pour effectuer la modification. Et cerise sur le gâteau, il n'existe pas encore de droit de propriété intellectuelle sur cette méthode. Parce qu'il y a un contentieux juridique
entre Jennifer Doudna, donc, qui est de California, Berkeley, et l'Institut Broad du MIT. Donc, ils se disputent depuis 9 ans le brevet sur le CRISPR. Alors, les gens en ont profité, puisqu'il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle sur CRISPR. Alors, on y va, à tout va. Donc, c'est l'innovation maintenant, c'est ouvert. Quelques applications. Diapo suivante, s'il vous plaît. Quelques applications du génome editing. Voilà, le génome editing permet de guérir, et on a des cas de guérison de maladies héréditaires, la bêta-thalassémie, la drépanocytose. Là, on a des cas qui ont été guéris grâce à cette méthode. Et on a juste enlevé le gène déficient, parce que c'est l'hémoglobine qui est déficiente. On enlève donc le gène responsable de cette déficience et on le remplace par un gène qui est fonctionnel. Et on a des cas, sur une période, je pense, d'au moins 1 an, on a observé, c'est une dame, on l'a observée pendant 1 an et elle vit normalement. Bon. On peut immuniser les bébés contre le VIH. C'est l'expérience que j'ai montrée tout à l'heure. Les Chinois l'ont fait. Bon, c'est vrai que c'était à l'époque, en 2018. Mais bon, il y a toute une réflexion, en tout cas, autour de ces questions. Et on verra ça plus tard. Des avancées récentes et très encourageantes dans la correction d'erreurs génétiques responsables de maladies chroniques comme le cancer. Vous savez que le cancer est lié à des mutations au niveau du gène. Et ce sont ces mutations qui s'accumulent et qui créent ces proliférations. Donc là aussi, il y a des avancées extraordinaires pour guérir du cancer. Et il y a eu des cas, on m'a rapporté des cas de leucémie et qui ont été guéris grâce à... Mais c'est très compliqué parce qu'il faut extraire les cellules souches, les modifier et les réimplanter au niveau de la moelle osseuse. Et c'est un peu compliqué. C'est là où il y a quelques difficultés. Et faire en sorte que toutes les cellules qui sont déficientes ou qui sont mal formées, qu'on puisse les éliminer toutes pour pouvoir les remplacer par des cellules saines. Et c'est là où se situe la difficulté. Mais en termes de technologie, arriver à modifier ces cellules, à modifier leur ADN, là, ce n'est pas une difficulté majeure. Il y a aussi, diapo suivante, pour la lutte contre le paludisme. Et ça, c'est depuis 2017. Une nouvelle méthode, le Gene Drive, qui permet de produire des moustiques auto-stérilisants. Des moustiques qui ne peuvent plus se reproduire. Ou bien des moustiques qui ne peuvent plus héberger le plasmodium. Donc, on arrête la chaîne de transmission. Et le paludisme peut être éradiqué en quelques années. Une autre application, c'est la production de plants de maïs résistantes aux maladies ou bien tolérantes à la sécheresse. Là aussi, c'est possible. Il y a des essais qui sont en cours. On peut aussi produire des bactéries qui sont capables de produire de l'insuline humaine et d'autres biomolécules dont l'être humain a besoin. Et comme vous le voyez, bon, cela c'est quelques exemples, mais c'est une technologie qui est en évolution constante et très rapide. Chaque jour, on a de nouvelles découvertes parce que les chercheurs sont sur la question et ils essaient d'avancer. Parce qu'il n'y a pas, en plus, il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle. Et c'est l'innovation. Et puis c'est la course aussi au profit, parce que forcément, voilà. Alors je vais vous parler très rapidement du contrôle du paludisme, parce que c'est une question qui est importante pour un pays comme le Sénégal, parce que le paludisme est beaucoup plus prégnant dans nos pays, donc dans les zones tropicales. Et c'est des millions de décès par an. Et là, on utilise une variante du génome editing qu'on appelle le Gene Drive. Et le Gene Drive cible non pas les cellules somatiques, mais les cellules germinales, les cellules reproductrices. Et la modification s'effectue au sein des cellules reproductrices. Et on a constaté un taux de transmission du gène inséré de 98 à 100%. Ça veut dire que lorsqu'un moustique se reproduit, au lieu d'avoir 50%, 50% ou bien 75 et 25,
c'est 100%. Toute la descendance reçoit le fragment de gène. Alors, donc il y a, diapo suivante, il y a deux stratégies ici. Une stratégie de suppression, c'est-à-dire on veut éliminer les moustiques. Qu'est-ce qu'on fait? On introduit un gène qui crée une population qui est uniquement mâle, des moustiques, uniquement mâles. Et lorsque ces moustiques se reproduisent avec la population sauvage, ils donnent une descendance uniquement mâle. Et au bout de quelque temps, on a constaté, avec des essais, que ça décroît. Et puis on arrive à 0. Ça, c'est une variante. Une deuxième variante, c'est qu'on produit des moustiques uniquement femelles, mais stériles. C'est-à-dire le moustique, après reproduction, pond des œufs, mais ces œufs ne peuvent pas éclore. Et là aussi, ça s'arrête. Donc il n'y a plus de moustiques. Donc ça aussi, c'est un problème. Est-ce qu'on a le droit aussi de supprimer comme ça une espèce? Il y a eu beaucoup de tollés. J'ai participé à de nombreuses conférences, et surtout les ONG qui s'inquiètent de cette technologie. Parce que je suis membre d'un panel au niveau de l'Union africaine, et depuis 2017, nous sommes en train de promouvoir cette technologie du gene editing, gene drive surtout, contre le paludisme. Parce que pour nous, c'est la solution. Parce que le paludisme est en train de tuer des jeunes enfants, moins de 5 ans, des femmes enceintes. Et il faut faire quelque chose. Donc la deuxième stratégie, diapo suivante, voilà, la deuxième stratégie, c'est une stratégie d'altération. Et là, comme on l'a fait pour le VIH, on altère le site de reconnaissance entre le plasmodium et les cellules du moustique. Donc, s'il n'y a plus, parce que vous savez, un parasite ne peut pénétrer une cellule que lorsque, au niveau de la paroi cellulaire, il y a une sorte de clé. Le parasite a la clé et il vient au niveau de la porte d'entrée, il a sa clé, il ouvre et il rentre. Mais si on modifie cette clé, le parasite ne peut plus pénétrer la cellule. Et c'est ce qui a été fait dans la stratégie d'altération. Donc, la descendance, elle persiste dans l'environnement, mais elle n'est plus capable de transmettre le paludisme. Donc, il y a ces deux stratégies qui sont tout à fait possibles, toutes les deux. Et je pense que ça aussi, ça doit faire l'objet d'une discussion entre les scientifiques et la société pour voir quel est le mode de lutte, une modalité de lutte qui doit être privilégiée donc, dans cette lutte contre le paludisme. Diapo suivante. Pour le gene drive, il y a des résultats sur la base d'essais très prometteurs qui sont menés au Burkina Faso, en Ouganda. Ce sont les deux pays que je connais, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais là, je sais que je connais les chercheurs qui travaillent sur cette question. Et ils se sont rendus compte que c'est une technique qui est efficace entre 98 et 100%. Et c'est valable sur les deux sexes. Qu'on reproduise d'une population mâle, on a un taux aussi de transmission qui est pratiquement de 100%, comme pour les femelles. Et ils se sont rendus compte que, en larguant moins de 10% de moustiques modifiés au sein d'une population sauvage, on arrive en quelques mois à réduire totalement, à éliminer les moustiques qui sont présents. 10%, donc c'est extrêmement efficace. Mais je pense que vous devrez en convenir avec moi, ces technologies doivent satisfaire à des critères de sécurité et d'efficacité. Hein? Et c'est dans le produit cible, au moment de le concevoir, qu'on définit, donc vous le savez mieux que moi, donc cette grille de critères avec les différents termes de référence qui doivent être observés. Donc c'est surtout, il y en a d'autres, hein, mais j'ai retenu la sécurité et l'efficacité. Donc ceci doit être fait avant que ça ne soit accepté comme pratique, une pratique efficiente de lutte contre le paludisme.
Diapo suivante. Le futur de CRISPR. Vous avez vu que c'est une méthode qui est très démocratique. Et avec le vide juridique, donc au niveau de cette technologie, de nombreuses start-up de biotech ont pu naître et développer des produits innovants. Contrairement aux anciens OGM, ce ne sont plus les grandes firmes, les puissantes firmes qui détiennent justement ces innovations. Les toutes petites start-up, des fois, ce sont des jeunes étudiants, des doctorants qui créent leur société. Et ça, c'est vraiment lié à la démocratisation de la méthode. Et à ce jour, les applications biomédicales de CRISPR ont déjà obtenu des résultats impressionnants, surtout en biomédecine, avec un impact humain réel. Diapo suivante. Diapo suivante. J'en profite pour boire un peu d'eau. Voilà. Donc, le futur de CRISPR. On a montré qu'il existe des systèmes CRISPR qui sont capables temporairement d'activer ou de désactiver des gènes, comme une lampe. Switch on, switch off. Quand on en a besoin, on allume. Quand on n'en a pas besoin, on éteint. Hein? Ce qui permet donc la biosynthèse de certaines molécules, comme l'insuline, hein, contre le diabète, et sans modifier de façon permanente l'ADN d'un patient. CRISPR aussi permet de surveiller le génome pour fixer les mutations en temps réel, sans avoir à les découper. Et ce qui pourrait constituer un modèle de prévention pour la survenue de cancer. Je pense que tout à l'heure, on va beaucoup en parler. Aussi pour la surveillance du Covid-19. Donc, en mettant donc des systèmes qui vont surveiller, qui vont targeter justement certaines séquences. Et avec CRISPR aussi, maintenant, il est possible de créer des médicaments next generation qui sont capables d'effacer les défauts génétiques et de renforcer les défenses naturelles du corps contre les virus. Voilà, CRISPR a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de peur. Et je me souviens d'une conférence de Jennifer Doudna qui avait même, à un moment donné, demandé qu'il y ait un temps de pause, qu'on s'arrête un peu, une sorte de moratoire sur CRISPR. Parce que ça va dans tous les sens. Et on ne sait pas ce que ça va donner demain. On ne connaît pas les conséquences de cette méthode dans le futur. Allons-y doucement. Mais voilà, c'est l'attrait de l'argent. On peut maintenant, avec cette méthode, concevoir des bébés presque parfaits qui sont dotés d'une capacité d'apprentissage améliorée. Hein, donc, on conçoit à la naissance le bébé que l'on veut, avec la couleur des yeux, avec une intelligence, avec ceci, cela. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ça mène vers le transhumanisme. C'est ce qu'on a vu lors de la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. C'est le transhumanisme. On fait une sélection des meilleurs individus. Et là, c'est extrêmement dangereux. Dangereux pour l'humanité, dangereux pour la société. Certains ont pensé à ramener à la vie des dinosaures. Des dinosaures, une espèce éteinte depuis le tertiaire, je pense, ou le secondaire, le Jurassique, c'est au secondaire, depuis le Jurassique. Et ils pensent refaire revenir à la vie, grâce à cette méthode, les dinosaures. Avec cette méthode aussi, on peut produire des micro-organismes hyper infectieux. Ils peuvent être pour une destruction massive. Vraiment, c'est le plus rapide. Peut-être, je dis bien peut-être, atteindre l'immortalité. Hein, les académiciens, c'est qu'ils sont immortels. Mais, hein, on y pense. Atteindre l'immortalité lorsqu'on aura découvert, parce qu'on y est.
Le gène de la longévité, on y est. Mais on n'a pas encore tous les éléments. Mais c'est possible. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc le génome editing, c'est tout simplement la première technologie qui est réellement capable de changer la chimie fondamentale de ce que nous sommes. Et les scientifiques, ainsi que les responsables gouvernementaux du monde entier, se penchent sur le besoin urgent de réglementer cette technologie, une technologie aussi puissante. Diapo suivante. Les scientifiques et organismes de réglementation vont devoir déterminer s'il est acceptable d'éliminer une espèce, comme on l'a vu tout à l'heure avec les moustiques, responsables du paludisme, une espèce entière qu'on peut éliminer, ou bien, au nom de la conservation, ramener à la vie d'autres espèces disparues depuis des millénaires. Les scientifiques et les régulateurs devront aussi débattre de l'éventualité d'un usage malveillant du génome editing pour produire des armes biologiques de destruction massive. Les bébés CRISPR et Lulu ont déjà suscité des débats houleux au sujet de la possibilité réelle, c'est tout à fait possible, ou peut-être de l'inévitabilité, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un marché très lucratif. Chacun veut avoir un bébé à son image. Et le pas est vite franchi. Et il y a aussi la question, si un bébé doit naître avec une maladie génétique, dans quelle limite est-il acceptable de corriger cette mutation? Est-ce qu'on a le droit d'ajouter de nouvelles fonctions? Donc, où se situe entre les deux la ligne rouge? Donc, autant de questions qui interpellent la société et sur lesquelles l'Académie souhaiterait discuter, échanger, parce que c'est une question sociétale, c'est une question philosophique, c'est une question de vie. Ce n'est plus la science, c'est la société, c'est la vie. Et je pense que CRISPR forcera sans doute les sociétés, et pas seulement les scientifiques, à affronter ces questions et à réfléchir à la plus ancienne de toutes. Que signifie être humain? Je vous remercie de votre attention.